Donc cette question, elle est primordiale parce qu'on ne gagnera pas le combat écologique, quel que soit le domaine, sans résoudre une question qui est fondamentale, qu'on nous pose à chaque fois, quand il y a une initiative micro qui est faite, c'est toujours la même rengaine, c'est oui, ok, mais à l'échelle de masse, comment on fait? Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a une bonne initiative qui est faite quelque part, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est si ça marche pour 2000, est-ce que ça va marcher pour 10 millions? Si ça marche pour 10 millions, est-ce que ça peut marcher sur 60 millions? Là, on est sur un autre ordre de grandeur, puisque là, on parle d'entre 9 et 10 milliards, qui sera la population sur la planète d'ici 2050. Donc la question, c'est, il y en a beaucoup, donc dans 30 ans, qu'est-ce qu'on mangera? Est-ce qu'on continuera à consommer autant de viande? Et dans quel état sera la planète? Et comment est-ce qu'on pourra nourrir les 9 ou 10 milliards, parce que selon la FAO, c'est 9 milliards d'êtres humains qui la peupleront. Alors en 2050, on sera peut-être tous flexitariens ou végétariens. Ça a été des recommandations qui ont été faites récemment où il était dit que si on devait tenir le réchauffement climatique, il fallait absolument qu'on arrête de manger de la viande. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je suis moi-même pas végétarien, mais en tout cas, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et peut-être que nous mangerons tous des insectes, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Et les élevages industriels auront peut-être disparu, et ça, évidemment, on peut le souhaiter, puisqu'on va beaucoup parler d'agroécologie aujourd'hui. Donc selon la FAO, là je cite, à l'horizon 2050, la population mondiale aura augmenté de 34% par rapport à aujourd'hui, principalement dans les pays en voie de développement. Et ça vous concerne ici dans cette table ronde. L'urbanisation va continuer de progresser à un rythme accéléré et les niveaux de revenus seront démultipliés par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc là, j'insiste, je cite un rapport officiel de la FAO, ce ne sont pas mes mots. Afin de nourrir cette population plus importante, plus urbaine et plus riche, la production alimentaire doit augmenter de 70%. Donc c'est énorme. La production annuelle de céréales devra atteindre 3 milliards de tonnes environ, comparé aux 2 milliards actuels. Et la production annuelle en viande devrait, elle, augmenter de plus de 200 millions de tonnes pour atteindre 470 millions de tonnes. Donc là, on est sur des chiffres vertigineux. Et plus c'est vertigineux, plus c'est difficile à comprendre parce que plus c'est complexe. Bon, d'un autre côté, en 2019, la moitié de l'humanité vit de l'agriculture familiale, alors que les 3/4 des 800 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition aujourd'hui dans le monde sont des paysans. Ce qui est un énorme paradoxe, et on est là aussi pour en discuter, parce que ça, clairement, ça ne peut pas continuer. Ça fait partie des non-sens du bon sens écologique auquel on va essayer de s'atteler aujourd'hui. On a 90 minutes pour ça. Et dans la mesure où le changement climatique réduit les surfaces agricoles, il y a un débat en fait, entre les partisans d'une agriculture industrielle et des études de la FAO qui indiquent justement que l'agriculture biologique pourrait nourrir le monde. Et là, justement, je termine mon introduction par l'épilogue justement de ce rapport de la FAO duquel je me suis inspiré. Le monde a les ressources et la technologie pour éradiquer la faim et assurer une sécurité alimentaire à long terme pour tous, malgré de nombreux défis et risques. Il doit mobiliser la volonté politique et créer les institutions nécessaires pour garantir que les décisions clés quant aux investissements et politiques d'éradication de la faim soient prises et mises en œuvre efficacement. C'est maintenant qu'il faut agir. Alors le maintenant est sûrement déjà un peu trop tard, donc on va essayer de répondre à ça. Et merci de venir y répondre avec nous. Alors, à tout bien, tout honneur, Yvonique Huette, expert en développement agricole et sécurité alimentaire dans les pays du Sud, cofondateur depuis 1992 et directeur général d'AgriSud International. AgriSud, c'est une ONG spécialisée dans la lutte contre la pauvreté par l'appui à la petite exploitation agricole familiale dans une démarche économique et agroécologique. Yvonique, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tout est dit? On est aquitain. Ben, vous êtes aquitain, voilà. Un local, c'est bien, le local fait le global. Ensuite, on a, alors désolé, hein, mes petites fiches, les problèmes d'impression. On a Céline, voilà. Responsable de projet pour IPS Food. Donc je vous laisserai développer un peu plus tard ce qu'est IPS Food. Grosso modo, je le résume quand même, c'est un panel international d'experts sur les systèmes alimentaires qui vise à éclairer le débat politique en analysant dans des rapports scientifiques les obstacles et les leviers à la mise en œuvre des systèmes alimentaires durables. Céline, vous êtes aussi une ardente défenseur et promoteur de la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, puisque vous avez contribué à la récente création de l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, une plateforme de coopération intersectorielle qui regroupe 50 organisations. Bruno, bienvenue. Directeur territorial de la délégation Atlantique Dordogne de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Alors pour que vous le sachiez, le bassin Adour-Garonne représente 20% du territoire agricole métropolitain. Donc c'est énorme. Donc merci d'être avec nous. Jean-Philippe.
Jean-Philippe Kérard, président du mouvement collaboratif pour une agriculture du vivant, créé il y a un an, mais qui fédère déjà un collectif d'une diversité inédite et qui vise à accélérer la transition agroécologique. Vous êtes également, Jean-Philippe, vice-président du think tank Entreprise et Progrès. Quelque chose à rajouter? J'ai oublié pour Bruno et ça vous fera un temps de parole plus long tout à l'heure. Profitez-en. Et Cécile, à ma droite, agroéconomiste de formation, vous êtes membre du comité de programme PAFAO pour la promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. Donc on a 2 spécialistes du terrain de jeu de l'Afrique de l'Ouest ici, c'est super. Ancienne responsable du département alimentation et économie rurale de l'ONG GRET, vous êtes également enseignante à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est bon? Ok, super. Donc maintenant que les présentations sont faites, comme je disais tout à l'heure, à votre niveau, vous êtes aujourd'hui contraint de mettre en place des choses et d'avoir des réflexions qui doivent allier le local et le global. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, Cécile et Céline. On a un bassin immense sur Adour-Garonne. Et donc du coup, c'est une vraie problématique parce qu'on manque parfois, en tout cas au niveau du grand public, de preuves par l'exemple et d'être sûr que les initiatives micro, même méga micro, peuvent marcher à un degré macro. Donc pour vous, Yvonique, le débat ne doit pas se focaliser seulement sur une opposition entre l'agriculture industrielle et l'agriculture bio. Il y a bien d'autres paramètres en jeu qui, du coup, sont occultés. Donc ma question, c'est lesquels sont occultés, Yvonique? Merci. Déjà, entre ce qu'on appelle agro-industriel ou industriel et bio, il y a un monde, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, à mon avis, il ne faut pas tout réduire simplement à ces 2 extrêmes. Ça, c'est la première chose. Et ça donne souvent l'impression de parler essentiellement de l'offre. Il n'y a pas que l'offre. Qu'est-ce qu'on fait de cette offre? Quelle est cette demande actuelle et qui va évoluer? Comment elle s'exprime véritablement en termes d'évolution, justement? Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait du gaspillage? Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il est avéré qu'on gaspille à peu près le tiers, voire 40% de la production mondiale. Ça interpelle quand même. 40%, dont à peu près un tiers bord-champ, comme on dit. C'est de la production qui n'est pas ramassée ou qui est laissée en l'état parce que ce n'est pas rentable de la récolter. Un tiers dans les circuits de distribution, aussi bien dans les transports que dans les grandes surfaces ou les commerces de proximité. Quand on écarte une pomme sur le rayon, on contribue nous-mêmes à ce gaspillage, puisque le lendemain, le commerçant va dire au producteur « moi, je ne veux pas de ta pomme ». Et puis un tiers dans nos frigos ou dans les restaurations, les collectivités, etc. Le problème du gaspillage est fondamental. En valeur absolue, 40%, quand on regarde la progression de la demande alimentaire, on se dit mais finalement, ça pourrait peut-être satisfaire cette augmentation. Évidemment, on n'en est pas là parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce gaspillage. Et puis le troisième aspect qui pour moi est fondamental, c'est l'accès à l'alimentation. Le pouvoir d'achat pour accéder à cette alimentation. Ce n'est pas parce qu'on a de l'alimentation, on a pléthore quelquefois d'alimentation que pour autant on peut accéder à cette alimentation. Même en France, on a des boutiques qui sont bien remplies de produits de toute nature. Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer cette nourriture. A fortiori dans les pays du Sud, tu le disais tout à l'heure, sur les 800 millions de personnes qui ont faim aujourd'hui, 75% sont des petits agriculteurs. Il y a quand même un paradoxe incroyable. Donc ça pose aussi le problème de cette petite agriculture familiale. Moi, je préfère opposer quelque part l'agriculture industrielle de façon globale à l'agriculture familiale de nature un peu différente, qui n'est pas forcément bio, mais qui peut s'exercer sur un spectre très important. Et tout l'enjeu de notre point de vue, c'est de faire en sorte que cette agriculture familiale s'inscrive dans un processus de transition écologique, agroécologique, qui va permettre justement non seulement de satisfaire l'augmentation de ses besoins, mais au-delà de ça, de pouvoir aller au-delà de ce qu'elle produit actuellement. Et c'est possible. C'est possible. Il y a certaines conditions et plusieurs conditions très importantes dont on va parler tout à l'heure, mais ce que l'on met en œuvre, qu'on essaye de mettre en œuvre, nous, sur le terrain. Et on en parlera avec enthousiasme parce qu'à chaque fois, c'est tellement gros dans le non-sens par rapport à ce paradoxe-là qu'on se dit toujours, à chaque fois, c'est toujours possible, mais alors la question, c'est quand et comment on le fait et pourquoi pas maintenant. Donc effectivement, on en parlera parce qu'il faut absolument qu'on arrive à comprendre
C'est au-delà du non-sens, quoi. Je n'ai pas de mots, donc si vous en avez, allez-y, vous me le direz après. Céline, IPS Food développe des solutions pour mettre en œuvre une transition vers un système alimentaire durable. Et selon vous, il est nécessaire d'engager une transition agroécologique pour nourrir le monde dans le futur tout en préservant nos ressources naturelles, notre santé et notre qualité de vie. Donc concrètement, comment, quelles sont les pistes et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour parvenir à cet objectif ? Merci également pour cette invitation. Alors très juste, IPS Food développe des analyses pour évaluer et analyser les leviers et les obstacles à la transition agroécologique. Peut-être que je peux rappeler ce que c'est que l'agroécologie. À IPS Food, on considère que c'est une approche qui vise à repenser les systèmes de production pour favoriser les interactions, pour maximiser les interactions entre différentes plantes et espèces. Donc c'est une stratégie qui vise à garantir la fertilité des sols sur le long terme, le maintien des agroécosystèmes et également de maintenir ou d'améliorer le revenu des agriculteurs qui en dépendent. À l'heure actuelle, de nombreux agriculteurs ou paysans développent des pratiques agroécologiques, allant de l'agroforesterie, remettre l'arbre dans son système de production, au compostage, qui est un engrais organique, ou bien de remettre de la diversité dans les paysages. Et également, ces agriculteurs développent des systèmes de distribution qui sont basés sur des circuits courts, des partenariats locaux et solidaires qui ramènent plus de liens entre les consommateurs et les producteurs. Peut-être avant de passer à comment est-ce qu'on met à l'échelle cette agroécologie, il faut peut-être parler de ce qui entrave cette mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de blocages à l'heure actuelle pour aller vers cette transition. On va dire que les subventions agricoles, notre modèle économique fait que l'agriculture industrielle prône et est un peu verrouillée dans un système qui maintient le statu quo. Il y a plusieurs de ces verrous, donc je vais en citer quelques-uns, qui est par exemple la concentration de pouvoir. 6 organisations détenaient en 2015 60% du marché des semences et 75% du marché des pesticides. Aujourd'hui, c'est encore moins. Et la concentration de ce capital et de ce pouvoir économique fait qu'un petit nombre d'acteurs peut peser sur les trajectoires politiques, sur les trajectoires de recherche et sur les accords commerciaux, par exemple, pour faire valoir leurs intérêts économiques. Donc en France, c'est plutôt, en France et en Europe, c'est plutôt les agrobusiness qui pèsent sur le politique à travers les lobbies. En Afrique de l'Ouest, c'est plus finalement les organisations internationales et les fondations qui ont un pouvoir de négociation, c'est-à-dire qu'elles peuvent évidemment prêter de l'argent, mais à quelles conditions? Et souvent, ces conditions, c'est de développer des partenariats publics-privés, de permettre l'accès à des investisseurs étrangers, etc. Donc, concentration de pouvoir est un énorme verrou à la transition agroécologique. On peut également parler de l'orientation à l'exportation, les subventions agricoles, encore une fois les accords commerciaux, et puis également la baisse du prix des transports et de l'énergie a fait que nos systèmes de production se sont orientés vers l'exportation. Et on a poussé des agriculteurs dans des régions entières à uniformiser leur système de production à cultiver des cultures de rente pour pouvoir produire un gros volume et envoyer à l'étranger. Donc, encore une fois, c'est un biais pour l'agriculture industrielle. Et puis, je pense qu'un point clé, c'est la mesure de la réussite, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la performance de l'agroécologie est évaluée en termes de rendement par hectare et de productivité par travailleur, qui sont des domaines où l'agriculture industrielle excelle. Mais ces critères, ces indicateurs masquent toutes les autres mesures qui sont également essentielles pour évaluer la performance d'un système agricole, qui sont par exemple l'impact sur les ressources naturelles, le revenu des agriculteurs, le maintien des écosystèmes et puis d'autres variables socio-culturelles, économiques et écologiques. Et enfin, je citerai un dernier point pour rejoindre M. Huet. Je dirais un des obstacles à la transition, c'est la narrative de nourrir le monde, qui est en fait un peu emblématique dans cette question. On pense
comment nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Donc forcément, on dit il faut augmenter la production. Mais comme l'a très justement expliqué Monsieur Huette, à l'heure actuelle, on produit suffisamment pour nourrir 10 milliards de personnes. Au niveau de la production, on produit suffisamment. Il y a des études qui le disent depuis des années maintenant. Le problème, c'est une question de distribution, de gaspillage et de perte dans les systèmes alimentaires. Et également, comme le disait Monsieur Huette, le problème de la faim. 800 millions de personnes souffrent de la faim, 2 milliards souffrent de carence en micronutriments, c'est-à-dire qu'on mange assez, mais pas ce qui est bon pour notre organisme, c'est le pouvoir économique. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à cette question de productivité et se dire en fait non, on produit assez. Maintenant, comment faire pour changer cette chaîne de valeur, pour limiter notre gaspillage et comment mettre en place des pratiques plus écologiques. Donc sur les leviers, je peux en parler maintenant ou je peux garder ça pour la suite. Pour la suite. Peut-être pour la suite. Mais je suis obligé de répondre là-dessus parce qu'en fait, c'est le prisme à travers lequel on voit cette question. Parce que si aujourd'hui on a les chiffres, et vous le dites très justement, et on sait aujourd'hui qu'on peut le faire, mais qu'on ne le fait pas pour tous les leviers qu'on peut à peu près tous deviner. Ce qui est assez flippant, c'est que sur tout ce que vous avez dit, c'est quand même des leviers qui nécessiteraient une vision politique qui partirait à un moment du sommet de l'État, qu'on le veuille ou non, surtout dans les pays en Afrique de l'Ouest qui vous concernent. Donc on est sur un problème structurel qui va bien au-delà des initiatives qui sont prises à droite à gauche. Et donc du coup, on y reviendra parce que c'est un peu la même question que posait Yvonix. Et on sait qu'on a les outils aujourd'hui, mais on n'arrive pas à assembler le puzzle. Donc automatiquement, le levier, il ne peut être que politique dans ces cas-là, CQFD. Bruno Leménager. Pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, la transition agroécologique de l'agriculture constitue un des axes principaux d'action de votre plan d'adaptation au changement climatique pour faire évoluer les filières agricoles vers des pratiques, des systèmes et des assolements plus économes en eau et moins polluants. Donc la question est simple, quelle réponse peut apporter une agence comme la vôtre, comme celle de l'eau Adour-Garonne ? Merci Benjamin. Il y a plusieurs réponses en fait à cette question et c'est vraiment dans l'enchaînement de ce que disait Céline. La transition agroécologique en fait c'est une solution globale. Je pense que évidemment l'agriculture du XXe siècle ne peut pas répondre à l'enjeu de la faim, c'est celle du XXIe et pour qu'il y ait un XXIe siècle, il faut forcément que ça soit de l'agroécologie. Et le paradoxe c'est peut-être de croire que ça ne se passe pas en France ou ça ne se passe pas en Europe, alors qu'évidemment il faut aussi que dans chaque bassin, que dans chaque bassin versant, et c'est-à-dire finalement au niveau de chaque exploitation, au niveau de chaque bassin de vie, cette transition se fasse. Et en fait, nous, on est juste là comme agent de solidarité sur une petite question qu'on oublie parfois beaucoup, c'est que de toute façon, l'agriculture sans eau, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la plante, pour pousser, elle a besoin d'éléments minéraux, elle a besoin de soleil et elle a besoin d'eau. Et c'est là qu'il y a un facteur très important. En 2050, on sait que dans le bassin Adour-Garonne, donc c'est le bassin de la Garonne, pour faire simple, avec celui de la Charente, la Dordogne, l'Adour, dans ce bassin-là, qui représente une grosse partie de Nouvelle-Aquitaine et qui représente une partie d'Occitanie, en 2050, dans les années sèches qui seront de plus en plus courantes, on aura 50% d'eau dans les rivières en moins, en été. Donc ça veut dire, de toute façon, l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas continuer de fonctionner comme elle fonctionne. Et donc là, on intervient en tant qu'agent facilitateur. J'allais dire, nous, l'idée, c'est d'aider les agriculteurs à changer leurs pratiques, à changer leur modèle. Donc effectivement, la question du gaspillage au global apporte les solutions. Mais si l'agriculture produit comme elle continue de produire, on sait bien que c'est la fin de la biodiversité, c'est des gros problèmes de santé qui sont majeurs et qui nous concernent tous. Et donc, là-dessus, l'eau est un enjeu majeur. Je parlais de l'eau, la quantité va manquer, mais si l'agriculture reste industrielle et utilise, comme le disait Céline, ces produits de l'agrobusiness qui vont être des produits qui créent des problèmes dans l'environnement et sur les populations, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Donc notre rôle, nous, on vient subventionner, on vient aider les changements de pratiques vers l'agroécologie. Si j'ai 2 minutes, simplement... Oui, voilà. Sur notamment la question du retour de l'agroécologie, on a justement fait un partenariat avec l'INRA, donc on a subventionné cette étude qui, au niveau du bassin Adour-Garonne, se pose la question que soulignait Céline, de dire quel retour de l'agroécologie, qu'est-ce que ça produit scientifiquement, parce que finalement, ces critères de
main-d'œuvre ne sont pas suffisants. On a besoin de savoir au niveau de l'environnement, au niveau de la biodiversité, ce que ça produit, et notamment au niveau d'impact sur l'eau. C'est un programme de recherche qui dure 5 ans, qui s'appelle donc Bagage comme bassin Adour-Garonne. Et dans quelques jours, il y aura le bilan à mi-parcours de cette étude. Donc je ne peux pas trop spoiler ou divulgacher les résultats, évidemment, mais ce dont on se rend compte en 2 mots, c'est que, évidemment, et ça on le savait, comptablement, une exploitation qui est en agroécologie, en fait, elle est plus rentable qu'une exploitation qui utilise énormément d'intrants et qui utilise énormément d'énergie. Donc ça, c'était assez connu, mais maintenant on le démontre. Et surtout, par rapport à l'eau, c'est une exploitation qui donne, avec les couverts de sol, notamment, un sol vivant. Et un sol vivant, c'est un sol qui retient plus l'eau, c'est-à-dire qui ralentit le cycle de l'eau. Et on a besoin que le cycle de l'eau soit ralenti, parce que quand il est accéléré, ce qu'on a fait au XXe siècle en drainant partout et en remembrant, et en fait, on a des inondations plus violentes et on a des sécheresses plus violentes. Alors que quand l'humus, quand la matière organique du sol fonctionne, on a un sol qui vit, et à ce moment-là, on a un écosystème qui fonctionne et qui est capable de protéger les enjeux. Donc finalement, le paradoxe ou la petite ironie, c'est que il faut absolument transformer et développer l'agroécologie, parce que sinon, cette absence d'eau et ce déséquilibre dans la répartition des pluies notamment va avoir des impacts beaucoup plus catastrophiques qu'aujourd'hui. Et l'agroécologie permettra de limiter ces impacts-là. Donc c'est gagnant-gagnant, on répond aux défis agricoles, on répond aux défis de l'alimentation, même si j'ai bien conscience que ce n'est pas en Nouvelle-Aquitaine qu'on a un problème de personnes à nourrir, hein, mais quand même localement on répond à cette question-là. Et aussi on a finalement un territoire qui est plus résilient et qui est en meilleure harmonie par rapport à un climat qui va devenir de plus en plus dur. Est-ce que le fait que, selon la FAO, encore en 2050, il y aura 70% de la population mondiale qui vivra en ville, qui dit ville, dit béton, et on revient sur les problématiques notamment d'innovation dont vous parliez, est-ce que ça c'est quelque chose qui est une énorme problématique? Et vu que c'est déjà en marche et qu'a priori il y a peu de chances que les gens réinvestissent massivement les campagnes, comment est-ce qu'on va pouvoir gagner ce combat-là? Alors au niveau du bassin, mais on pourrait dire au niveau du département de la Gironde, en fait c'est un peu fractal, hein, ça marche, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2050, le bassin Adour-Garonne, c'est 7 millions d'habitants. En 2050, il y aura 1,5 million d'habitants en plus. Et évidemment, ces habitants, ils seront d'abord sur le littoral et d'abord dans les aires métropolitaines. Donc nous, par rapport à notre programme d'aide, ce qu'on fait, c'est qu'on a une solidarité de l'urbain vers le rural, c'est-à-dire d'utiliser les pouvoirs financiers des métropoles, du littoral, de là où il y a beaucoup de personnes, pour subventionner plus fortement les projets qui sont sur le tissu rural et qui constituent 80% de la région Nouvelle-Aquitaine et 80% du bassin Adour-Garonne. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une solidarité pour contrebalancer cet effet de masse. Et évidemment, cet effet de masse, il pose des questions sur les ressources naturelles. Donc évidemment, il faut une plus grande solidarité des territoires, parce que s'il y a un déséquilibre et s'il n'y a pas cette solidarité, ça termine en conflit assez violent et en course à la ressource qui déséquilibre en fait l'équilibre économique à la fin. Donc au bout d'un moment, on a des obstacles qui font qu'on ne peut plus arriver à envisager le futur de façon correcte. Donc je pense que ça passe vraiment par cette solidarité des territoires ruraux, ultra-ruraux, avec les territoires urbains et qui vont devenir ultra-urbains. Merci Bruno. Jean-Philippe, donc la mission pour une agriculture du vivant, c'est d'agir ensemble à l'émergence, pour l'émergence de filières produits issus de pratiques agroécologiques. Vous avez identifié 4 leviers, mais avant que vous les développiez, parce qu'évidemment on a communiqué en amont et pour préparer un petit peu la table ronde, et vous me disiez que pour vous la question n'était pas combien, mais comment. Et ça c'est intéressant parce que pour revenir sur ce que dit Céline, on a largement de quoi nourrir aujourd'hui l'humanité et en tout cas la population en France. Donc la question du comment produire pour limiter l'érosion des sols, l'érosion des sols, la biodiversité, réguler le climat, réduire l'impact de la chimie sur notre santé, rémunérer dignement les agriculteurs, etc. L'agroécologie semble objectivement la voie la plus prometteuse de ce point de vue. Donc comment la développer et quels sont les leviers de l'agriculture du vivant qui pourraient nous permettre d'atteindre cet objectif? Voilà. Merci. Alors moi, je voudrais commencer par dire qu'il y a 2 ans et demi, je ne connaissais rien à l'agriculture. Moi, je suis un homme de Laval. Je travaillais dans des grands groupes agroalimentaires et j'étais en charge du marketing des achats d'un grand groupe. Et je me suis intéressé, sous ma casquette achat, à l'agricole et j'ai cherché à savoir, dans ce magma des agricultures durables, quelle était la bonne. Et puis voilà. Et je suis tombé par une succession de rencontres
sur l'agroécologie et ça m'a passionné. Et en fait, ce que j'ai compris avec mon regard extérieur au monde agricole, et c'est peut-être ça le point de départ, c'est l'agroécologie résout tous nos problèmes. En fait, c'est une dynamique très symbiotique qui permet, lorsqu'on commence à remettre de la vie dans les sols, à s'intéresser aux vivants et aux agrosystèmes dans leur complexité, en fait, petit à petit, de réduire les intrants, d'améliorer la qualité des sols, leur capacité à retenir l'eau et à résoudre les problèmes, enfin en tout cas à limiter les problèmes de ressources en eau, mais également une agriculture qui stocke du carbone, on ne l'a pas dit, et qui est sans doute un des premiers leviers de régulation climatique, mais également un levier de développement de la biodiversité, parce que la vraie biodiversité, ce n'est pas les abeilles, les papillons, les coquelicots, c'est la biodiversité invisible, microbienne, celle qui fera que l'humanité vivra 100 ans et plus. C'est cette biodiversité des sols qu'il faut absolument préserver, celle de notre microbiote, etc. Tout est lié. On fait partie du vivant. Et donc, quand j'ai découvert toute cette mécanique et donc sa symbiose, je me suis dit, le défi, au-delà des initiatives d'agriculteurs pionniers et de tout un tas de démarches comme les vôtres, c'était d'embarquer l'aval, d'embarquer le consommateur dans cette histoire, qui est complexe quand même, malgré tout. Et donc, pour une agriculture du vivant est une association qui vise à fédérer et à synchroniser tous les acteurs des filières, les agriculteurs, leurs associations, leurs coopératives, leurs organisations diverses, mais aussi les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, tous les partenaires de la transition, et qu'on soit capable ensemble de changer l'échelle de cette transition en la donnant à comprendre. Donc c'est tout un travail pédagogique et c'est tout un travail qui vise à amener des indicateurs de résultats dans l'assiette et à permettre aux consommateurs de devenir complètement acteurs de cette transition. La véritable puissance d'une transition, elle vient des masses, elle vient de sommes d'initiatives individuelles fédérées aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, etc., qui vont mettre une pression considérable sur toutes les filières. On l'a vu à travers le bio. Eh bien, il faut que l'agroécologie, qui est finalement cette façon de faire engager l'agriculture conventionnelle dans une voie vertueuse, puisse s'opérer au travers d'une pression du consommateur. Et nous, c'est ce à quoi on s'efforce de participer. Okay. Donc du coup, je voulais vous poser la question plus tard, mais je vous la pose maintenant. Ça veut dire que le consommateur est le premier levier du développement, de la transition de l'agroécologie dans une économie de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a un changement de la demande, on peut penser que l'offre va changer. On a vu depuis 10 ans que le marché bio s'est ultra développé et c'est devenu un développement limite pernicieux maintenant. Donc il est où le rôle exact du consommateur? On est tous des consommateurs ici, il ne faut pas s'en dissocier. Il est où le rôle exact? Alors avant de toucher le consommateur, il faut toucher les dirigeants de tout un tas d'acteurs dans les filières, parce que si le consommateur demain se levait et disait « je veux des produits agroécologiques demain matin partout », il ne les trouverait pas. Hein. Donc il faut quand même à un moment donné qu'on mette en branle une transition à toutes les échelles, à toutes les étapes de la chaîne. Mais parce qu'on convainc des dirigeants de grands groupes, Danone, Pasquier, Flunch, Système U, etc., toute une collection de grands groupes agroalimentaires qui se fédèrent pour agir, eh bien, on va être en mesure de proposer très vite au consommateur un certain nombre de produits qu'il pourra consommer et donc alimenter cette spirale. Il faut peut-être juste préciser qu'en matière d'agriculture durable, le défi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes face à un rayon, vous devez choisir entre le commerce équitable, c'est qui le patron et consort, ou bien des labels environnementaux, ou bien des labels orientés sans chimie, comme le bio, ou bien des labels locavores de proximité, etc., voire des labels qualité, labels rouges, etc. Et en fait, le consommateur, il est face à des dilemmes. Il voudrait tout ça à la fois dans le même produit. Donc le défi de l'agroécologie, c'est d'arriver à adresser tous ces enjeux au travers d'une même filière produit. Pour cela, si on ne veut pas alimenter la cacophonie des initiatives, qu'un maximum d'acteurs s'entendent sur des référentiels communs. Notre premier travail, c'est de mettre en commun tous les savoir-faire, qu'ils soient agronomiques, qu'ils soient techniques, et que l'ensemble des groupes acceptent de travailler sur un référentiel commun pour le rendre compréhensible et audible du consommateur.
Et vous l'avez dit, il y a 2 ans et demi, vous n'étiez pas du tout dans cette industrie. Ça fait 1 an, vous sentez une appétence ou vous vous dites waouh, le chemin va être très long, ou vous sentez une appétence à votre envie de pédagogie? Bon, moi, je suis un peu utopique, mais enfin, quand j'ai lancé ce truc-là il y a 1 an, je ne pensais pas que ça partirait si vite. On a quand même convaincu de l'ordre de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si j'agrège tous les groupes de tailles diverses, de nous rejoindre. On double notre base de membres tous les 4-5 mois. Là. On est vraiment sur des rythmes de croissance importants. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans l'opinion et qu'on est vraiment dans un effet cliquet. Et pour avoir organisé en début d'année les rencontres internationales de l'agriculture du vivant, on a voulu fédérer toute une série de conférenciers venant du monde entier sur le thème de la régénérative agriculture. Il se trouve qu'on constate que ce mouvement est mondial. Donc il y a vraiment un momentum, et beaucoup d'entre vous agissez au niveau mondial. Il y a un momentum qui est vraiment très très porteur. Si on arrive à synchroniser encore une fois toutes les bonnes volontés, je pense que l'agroécologie deviendra le nouveau standard alimentaire. Ok, espérons-le. Cécile, donc vous travaillez depuis plusieurs années sur l'appui aux filières agricoles et agroalimentaires dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, où vous mettez en œuvre des projets de développement et de recherche. Pour vous, il est vital, comme le réclame le GRET, l'ONG pour laquelle vous travaillez, de promouvoir un développement des territoires fondés sur l'agriculture familiale et paysanne et des filières agricoles et alimentaires qui soient inclusives et durables. Donc pareil, comment est-ce qu'on y arrive et comment agissez-vous au quotidien pour tendre vers cet objectif auquel on doit répondre? Merci, je vois qu'on est tous, tous très motivés par la promotion de l'agroécologie, donc le GRET aussi, on travaille beaucoup sur cette question-là, mais du coup, en complément un peu des autres interventions et peut-être pour rejoindre mon prédécesseur, je voudrais parler plus de l'approche filière. Donc en fait, le travail qu'on a dans un certain nombre de pays, donc je travaille en Afrique de l'Ouest, j'étais basée pendant 20 ans au Sénégal. Je travaille en Guinée, au Burkina, dans différents pays, et Madagascar, Haïti, donc vous voyez, même Asie du Sud-Est, on n'est pas que sur l'Afrique de l'Ouest. Mais effectivement, en Afrique de l'Ouest, on a quand même un mouvement démographique qui est très important. On a aussi cette urbanisation que vous avez évoquée, donc avec des consommateurs qui sont une demande alimentaire qui croît très rapidement. Et donc il faut travailler sur l'ensemble de la filière. Il faut travailler du producteur jusqu'au consommateur. Et notamment, nous, on appuie beaucoup tout ce qui est petite transformation, tout ce qui est aussi commercialisation groupée, tout ce qui peut être aussi promotion de la qualité, de l'origine. Donc en fait, le mouvement qu'on observe en France, il commence parce que on a mis plus de temps à convaincre les agriculteurs et les acteurs des filières de s'intéresser à l'agroécologie et aux produits de qualité en Afrique, pour beaucoup de raisons, mais moi j'aurais envie de pointer insister particulièrement sur une raison, c'est que nous, disons acteurs des pays du Nord, on a fait la promotion d'un modèle industriel, de production industrielle. Et quand moi je vais voir des petits producteurs laitiers, je leur dis bon, ça serait mieux d'avoir des systèmes de transformation qui soient à votre échelle. Ils me disent pourquoi nous on n'a pas le droit à la salle de traite, pourquoi nous on n'a pas le droit au tracteur. Ils ont dans la tête que la modernité égale ce type d'agriculture. Donc déjà il faut déconstruire ça. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la question des politiques publiques. Et là, je vais prendre un exemple assez simple et emblématique, me semble-t-il, c'est celui du lait. Donc, en France, on produit beaucoup de lait depuis qu'il n'y a plus les quotas. Donc, les producteurs laitiers vivent mal. Je pense que ce n'est pas la peine d'assister, on entend tout le temps ça. Qu'est-ce que font les industriels ? Ils font de la poudre de lait qu'ils exportent vers l'Afrique. Et alors là, les dernières tendances qui sont très, très marquées, c'est que ces transformateurs enlèvent le beurre du lait, le vendent en Chine parce qu'en Chine, il y a une forte demande. À la place, ils mettent de l'huile de palme dans la poudre de lait et l'envoient en Afrique. Donc, elle est encore moins chère que la poudre de lait entier et elle vient concurrencer le lait local des petits agriculteurs sur place et donc qui ne s'en sortent pas. Alors, pourquoi ? D'abord parce que ces industriels peuvent se permettre de mettre de l'huile de palme et d'appeler ça du lait, ce que normalement en France, on n'aurait pas le droit de faire. Et deuxièmement, il y a des politiques commerciales qui ne protègent pas. Et ça augmente, on entend sans arrêt parler des accords de libre-échange. En fait, nous-mêmes, l'Europe, on est en train de promouvoir des accords de libre-échange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de convaincre les pays africains mais qu'il faut laisser rentrer les produits européens sans taxe. Donc, comme nous, on produit quand même
on n'a pas les mêmes conditions de production. On va produire des grandes quantités à des prix très bas et on va aller concurrencer les produits des agricultures et des filières locales. Donc là, il y a aussi toute une question de politique commerciale qui se pose et sur lequel voilà, on essaye de travailler, en tout cas d'interpeller les États. Il y a une grande campagne actuellement sur Mon lait est local pour à la fois dire en Europe, il faut consommer le lait que nous produisons et en Afrique aussi. Et donc voilà, c'est toute cette question à la fois des politiques et à la fois de la consommation. Et donc je vais profiter que j'ai la parole pour vous présenter juste une publication qui est ici, que tout le monde peut prendre, hein, qui s'appelle « Les batailles du consommé local en Afrique de l'Ouest », qui est en fait une publication du CFSI, qui est un collectif d'ONG, et de la Fondation de France, ainsi que le réseau des OP d'Afrique de l'Ouest. C'est disons une capitalisation de tout un tas d'initiatives pour promouvoir l'agroécologie, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits locaux. Voilà, donc là vous avez des exemplaires pour ceux que ça intéresse, cette question du consommé local. Et depuis, vous avez assez d'expérience pour pouvoir me dire quel a été le changement aujourd'hui dans vos discussions avec les États, dans les volontés de tendre là-dessus, parce que moi je veux bien, Jean-Philippe, qu'on soit optimiste, mais tout ce qu'on entend depuis le début, ça prête pas à l'optimisme. Donc essayez de nous rassurer, est-ce que ça a changé depuis... Je reste optimiste aussi. Bon, mais est-ce que depuis 15 ans, est-ce que vous avez depuis 15 ans vos rapports... Enfin, moi ça fait 30 ans maintenant que je travaille dans le développement, hein, donc ça bouge, mais ça bouge doucement. Et je pense que c'est notamment la question politique qui bouge doucement. C'est-à-dire que les acteurs des filières, les agriculteurs, les organisations paysannes commencent à être convaincus qu'il faut aller vers l'agroécologie. Par contre, les États, les politiques, eux, c'est pas encore évident. On a vraiment du mal à les convaincre. Ils disent oui, d'accord, mais quand même, l'agriculture industrielle, ça permet de produire plus vite. Et nous, on a besoin de nourrir des bouches, donc voilà. Donc là, je pense que ce n'est pas gagné du tout. Ce n'est pas gagné non plus, je crois, hein, dans nos politiques européennes, nationales, en Europe. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on est vraiment convaincu en Europe de faire la promotion de l'agroécologie, hein. Je ne sais pas, peut-être que d'autres gens qui travaillent plus en Europe pourront le dire, mais je n'ai pas l'impression que ça soit encore une grande politique et que ce soit vraiment soutenu. Non. C'est les consommateurs qui vont pousser peut-être à ça. Mais alors, ouais, c'est un nouveau concept en fait, on a voulu mettre un petit peu de musique pour parler d'agroécologie. Mais pour en revenir au point du consommateur, il y a souvent alors je pose la question, est-ce que c'est un préjugé ou pas? Moi je ne suis pas là pour y répondre, c'est vous les spécialistes. Aujourd'hui, nourrir 10 milliards de personnes avec des outils moins industriels, voire totalement agroécologiques, est-ce que ça peut se faire sans une répercussion sur les coûts à l'achat? Parce que la vraie question à chaque fois, c'est sur le coût. On le voit aujourd'hui, le bio est réservé à une certaine partie de la population. Donc, est-ce que c'est possible? Sentez-vous de répondre? Il n'y a pas d'ordre. Est-ce que c'est uniquement le développement de l'agroécologie, en tout cas arriver à résoudre, à faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire nourrir 10 milliards de personnes en 2050, ne serait-ce que prenons l'exemple de la France. On sera, je ne sais pas, 70, 75 millions. Est-ce qu'on pourra y arriver en éradiquant totalement l'agriculture industrielle qui nous mène écologiquement droit dans le mur et avec de l'agroécologie ou des pays-culteurs? Est-ce que ça pourra se faire? Vous entendez pas? Bon. Ah ouais? Ok. Bon. Le problème, c'est que si je me rapproche, ça ne change pas grand-chose. Ça marche? C'est bon? Vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est uniquement une question de prix? Est-ce qu'on pourra arriver à éradiquer l'agriculture industrielle et à se nourrir uniquement en agroécologie avec des pays-culteurs, avec des micro-fermes, etc., sans qu'il y ait une répercussion sur les prix à l'achat? Aujourd'hui, c'est le vrai frein à la démocratisation. Bien sûr. Alors moi, je ne connais pas bien la problématique en France. Ce que je connais bien, c'est ce qui se passe, enfin bien, depuis 30 et quelques années aussi, dans les pays du Sud. Avec des problématiques, comme tu expliquais, Cécile, ce n'est pas forcément le lait, ça peut être le blé, la farine de blé qu'on envoie sur les marchés locaux pour faire du pain. Et pendant ce temps-là, le petit agriculteur producteur de manioc ou de mil ou du sorgho est concurrencé par des produits qui sont subventionnés à la production et à l'exportation. Alors que lui, sur place, il a très très peu de moyens d'accompagnement pour sa production. Il n'y a pas de subvention sur place. Il y a à peine de la recherche. Donc, nous, notre métier, au GRET, chez AgriSud, chez AVSF, qui sont nos collègues en la matière, on essaye justement d'opérer tout un processus qui va dans le sens de cette transition agroécologique qui permet justement
d'apporter des clés, d'apporter des outils. Alors c'est la formation, c'est le suivi, c'est l'accompagnement, c'est la professionnalisation, c'est l'accès au marché local d'abord, hein, de sorte que les groupements de producteurs en particulier ne soient pas les obligés de ceux qui détiennent l'information économique. C'est comme partout, hein, et a fortiori dans les pays du Sud où les plus petits qui n'ont pas d'information sur le marché sont disqualifiés systématiquement. D'accord ? Comment mieux répartir la valeur ajoutée, comment faire remonter la valeur ajoutée vers la production en particulier. Donc c'est un processus d'accompagnement qui part au départ, en effet, de modèles, entre guillemets, agroécologiques. Je ne vais pas redéfinir ce qu'est l'agroécologie, mais pour moi, il y a un mot-clé, c'est le bon sens. Revenir au bon sens. On a oublié ce qu'est l'agriculture. L'agriculture de nos grands-parents, c'était élevage, agriculture. L'élevage apportait le fumier, la matière organique pour enrichir les sols. Un sol bien nourri va nourrir la plante qui va nourrir l'homme. Aujourd'hui, les sols sont très mal nourris. Les plantes sont mal nourries, l'homme est mal nourri. C'est la base, c'est le basique de l'agriculture que l'on a oublié, que l'on a, nous, contribué en tant qu'agronomes à faire oublier justement par les producteurs, qu'ils soient au nord et au sud. Aujourd'hui, les standards, où il y a encore quelques années, c'était l'utilisation d'intrants importés. Ça arrange tout le monde finalement. Aujourd'hui, il faut revenir à du bon sens. Et le bon sens, comme tu disais, Céline, c'est valoriser le potentiel local, observer, valoriser, faire en sorte qu'on trouve la ressource, qu'elle soit fertilité du sol, eau, biodiversité, là où dans son propre environnement. C'est la base de l'agroécologie. Donc, pardon. Et si je puis me permettre, parce que le non-sens, il est aussi économique, parce que dans le manifeste Ferme d'avenir, ils avaient prouvé que le coût de la dépollution des eaux était égal au PIB généré par l'agriculture. Donc c'est également un non-sens économique. Donc Alors après, non, si tu veux, on est justement dans des schémas comme ça qui sont poussés par les agro-industries et par les politiques eux-mêmes qui sont souvent asservis à ces agro-industries. Donc, et puis il y a un monde, le monde peut-être des ONG, mais pas que. Hein. Il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe effectivement sur le terrain et à ce retour économique et social sur les petits paysans en particulier. L'agriculture familiale est énorme. C'est 70% de la production mondiale, il ne faut pas l'oublier. C'est le premier employeur de la planète. Et malgré ça, ces gens s'en prennent plein la gueule avec le changement climatique, avec les soubresauts socio-économiques. Il ne faut pas oublier que quand on écoute les informations, il se passe toujours quelque chose en Afrique ou ailleurs. Mais et qui est-ce qui douille? Souvent, c'est les petits paysans dans l'arrière-pays parce que la gouvernance est absolument dramatique, parce que les flux, les problèmes d'infrastructure sont très importants. Donc, comment pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel, là où les petits paysans sont, là où ils peuvent exercer leur activité, et replacer ça dans une logique de territoire. Ça, c'est très important, parce que s'il n'y a pas de lien avec les filières, s'il n'y a pas de lien, y compris avec les institutions, qui sont autant d'éléments de pérennisation de ces activités, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, ce que l'on fait, nous, comme d'autres ONG, on met en œuvre des programmes, ce qu'on appelle des programmes ou projets de développement, à des échelles plus ou moins importantes, mais des programmes qui doivent appeler le multi-acteur nécessairement, qui ne peuvent pas se contenter de se dire on va travailler avec tel ou tel acteur sur le terrain et tel ou tel acteur en amont. Un programme au Cambodge, à Madagascar ou en Haïti mobilise en amont, par exemple, la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine ici, peut mobiliser des agences de l'eau, peut mobiliser des fondations qui s'intéressent à ces problématiques, peut mobiliser aussi des entreprises privées qui s'intéressent au-delà de la production pour les marchés locaux à des filières d'exportation, et puis sur place, travailler avec des partenaires locaux, ONG, les services techniques, bien entendu, les institutions locales, la recherche, etc. Donc, c'est vraiment un travail, j'allais dire, qui doit se faire dans une démarche systémique. C'est un peu un gros mot, mais si on ne prend pas en compte la globalité du système, on n'y arrive pas. On va faire des choses de part en part et on n'arrive pas à agréger les résultats. Et quand je dis agréger les résultats, c'est très important. On revient à ce que vous deux disiez. Il faut absolument montrer que ça marche.
Il ne s'agit pas de le dire simplement. Parce que quand on ne fait que le dire, tout de suite, ah non, mais vous le dites, mais ça ne marche pas, etc. Convainquez-nous. Et c'est très important de convaincre les politiques et les bailleurs de fonds, mais aussi convaincre ceux qui sont en passe d'utiliser ces pratiques. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec les différents partenaires à travailler sur l'évaluation de ces pratiques agroécologiques. J'en reviens au GRET, GRET AVSF plus CARI et AgriSud. Ça fait un groupe de transition agroécologique, le GTAE, qui est d'ailleurs impliqué dans l'initiative que vous avez prise en Afrique de l'Ouest, le 3AO, Afrique de l'Ouest, agroécologie, etc., qui permet justement d'avancer dans cette capacité de démontrer, enfin au-delà de la démonstration, d'apporter des éléments concrets, objectifs, sur non seulement des éléments économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, de sorte qu'on puisse démontrer qu'en effet, ça fonctionne. Il y a des résultats au-delà des critères simplement business, etc. Et qu'à partir de là, ça puisse faire autant de leviers et de prise de conscience et de prise de décision pour les bailleurs de fonds et pour les politiques. On travaille dans ce sens et on a bien l'intention d'utiliser et de valoriser ce travail qui est fait pour aller accompagner ce processus de transition agroécologique. Si on ne passe pas par là, on n'y arrivera pas. Cécile ? Oui, moi je voulais juste revenir sur la question de la compétitivité prix. C'est ce que vous avez expliqué. Est-ce que les produits de l'agroécologie seraient finalement accessibles financièrement? Je pense qu'il faut faire attention. Le contexte du Nord, des pays développés, n'est pas le même que les contextes du Sud. Et dans les pays du Sud, c'est quand même là où il y a l'essentiel des gens qui manquent de nourriture et l'essentiel de la population. Là, on parle d'exploitations familiales qui ont 1 hectare, 2 hectares, qui grattent le sol avec la daba, donc vraiment le petit outil pour gratter le sol, qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Donc de toute façon, très peu ont accès déjà aux engrais. Si déjà, avec ces agriculteurs-là, on travaille sur la question de l'agroécologie pour améliorer la fertilité des sols, si on leur permet l'accès à l'eau, mais tout de suite, leur rendement, ils augmentent, sans avoir besoin d'intrants chimiques. Donc en fait, on est dans un contexte où le niveau de productivité, notamment du travail, est très bas et où simplement l'agroécologie déjà permet un bond. Après, dans les pays du Nord, c'est différent, effectivement, parce qu'on est dans... Alors, je dis attention, je reviens à une réserve, par contre, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent concurrencés avec des produits très bas qui viennent des pays du Nord avec une agriculture intensive. Il faut leur laisser le temps de se développer, donc protéger un peu les pays, mais les produits ne seront pas plus chers, au contraire. Ils vont baisser, les prix des produits agricoles vont baisser, les produits locaux. Mais simplement, il ne faut pas qu'ils soient concurrencés par des produits à très bas prix. Voilà. Jean-Philippe ? Ouais, sur le modèle économique, moi j'ai été aussi très très séduit par l'agroécologie parce que souvent on voudrait opposer le développement durable à l'économie. Il y a les gentils écolos et les méchants groupes financiers. Et puis d'une certaine façon, l'écologie a un coût et puis on nous bassine avec le fait qu'en tant que consommateur, il faudrait qu'on soit dans un schéma de décroissance, donc de résignation, etc. On est un petit peu enfermé dans cette équation, dans ce dilemme qui est un peu le « ou ». Alors qu'en fait, dans l'agroécologie, on est dans le « et ». Et ce qui est magique dans le modèle économique d'une agroécologie poussée à l'extrême, y compris en France, c'est que vous réduisez le coût de production agricole, mais si derrière vous travaillez la diversification des revenus de l'agriculteur avec la bioéconomie, la méthanisation, les biomatériaux, la filière bois, si derrière vous diversifiez ces circuits de distribution, notamment en local, et que vous raccourcissez le nombre d'intermédiaires, si vous développez la transformation à la ferme qui est en train d'exploser en France, alors vous allez trouver une économie qui finalement arrive dans l'assiette à un coût quasi équivalent à aujourd'hui. Et on nous a vendu un modèle où il fallait que les COP fusionnent année après année, parce que plus l'agriculteur tirait la langue et plus les COP devaient fusionner. Mais plus elles fusionnaient et plus elles se donnaient au marché mondial et plus elles s'abandonnaient à des cours qu'elles ne maîtrisaient pas. Et plus les distributeurs fusionnaient et plus les industriels fusionnaient et plus on était censé trouver de l'efficacité. Et en fin de compte, moi, ce que je découvre, c'est que la taille a un coût, finalement. Le coût de la logistique, le coût de la complexité, le coût du marketing. Et en fin de compte, ce que vous gagnez
à travers l'efficacité d'un modèle massifié, vous le perdez sur tout un tas de sujets, et qu'en fait, les circuits directs à la ferme, enfin transformation à la ferme, modèle agroécologique, distribution en circuit court, sont parfois plus efficients économiquement que ceux des mastodontes qui ont pourtant complètement optimisé en silo leur métier. Et c'est toute cette recomposition de la chaîne de valeur qu'il faut engager. Et en France, on trouve des territoires, parce que je crois que tout ça passera par les dynamiques de territoire, on trouve des territoires comme l'Aquitaine, comme l'Occitanie, qui travaillent sur ces transitions de façon très étroite, et avec tout un tas d'acteurs qui permettent d'alimenter cette reconstruction de la chaîne de valeur, y compris des grands groupes y participent, et c'est quelque chose de très prometteur. C'est toute la chaîne de valeur qu'il faut repenser, et pas seulement le coût de production agricole. Céline ? Merci. Alors oui, juste pour ajouter à cette question, est-ce que ça coûte plus cher finalement l'agroécologie ? Il faut quand même se rendre compte qu'on ne paye pas le vrai prix de l'alimentation. Le budget de la PAC, c'est 55 milliards, c'est vos impôts. Donc forcément, c'est des coûts cachés. Donc l'agroécologie, je rejoins ce que disait Cécile. Alors non, c'est pas plus cher. Il y a la fondation Nicolas Hulot là, qui a sorti récemment une étude comme quoi si on passe par des circuits courts, le panier de la ménagère en fruits et légumes va coûter 15 € contre 19,50 € pour la grande distribution. Voilà, donc par rapport à ces coûts. Et puis aussi, il faut penser aux économies qu'on va faire dans ce système agroécologique sans avoir à payer tous les retombées sur la santé, sur notre santé. Hein. Par exemple, en Europe, l'agriculture est responsable de 90% des émissions d'ammoniac qui tuent chaque année 400 000 Européens. Où les régimes alimentaires déséquilibrés sont responsables à 49% des maladies cardiovasculaires, qui est la première cause de décès en France. Donc en fait, ça va nous faire des économies dans des domaines, pareil pour l'environnement évidemment, hein, tous les gains qu'on n'aura pas à payer pour restaurer l'environnement, et d'autre part, non, vu qu'évidemment on enlève un certain nombre d'intermédiaires et qu'on rapproche le consommateur du producteur, on peut avoir des revenus décents pour les agriculteurs et des prix corrects pour les consommateurs. Voilà pour cette question sur les coûts. Je voudrais juste rebondir également sur ce qu'a dit M. Huette. Face à l'ampleur des défis, la nature et l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, je pense qu'évidemment, il est essentiel de créer une multitude d'initiatives qui impliquent un large panel d'acteurs. On ne peut plus agir isolément. Donc il faut se concerter, il faut discuter entre agriculteurs, entre chercheurs, entre consommateurs, entre organisations de la société civile, entre organismes du développement international, et pour trouver des solutions. Et c'est un peu la logique derrière cette alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest qui est née l'année dernière en avril 2018 et qui regroupe à peu près une cinquantaine d'organisations. L'objectif étant de créer des synergies entre différents acteurs de différents secteurs, hein, paysanat, développement, organismes de la société civile, et à différents niveaux de gouvernance, donc du local à l'international. L'objectif, c'est de se connaître déjà, de mettre un peu plus en lumière les acteurs de terrain, d'apprendre, d'échanger, de mutualiser nos compétences et nos connaissances, et surtout de coordonner nos actions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est assez isolé. Et l'idée de cette alliance, c'est d'avoir un plan d'action collectif, collaboratif, où on sait un petit peu ce que les autres font et où on décide de s'investir ou pas dans une initiative. Donc il y a des initiatives qui sont portées par des responsables, mais il y a également des organismes faisant partie du groupe de soutien qui peuvent apporter leur expertise, dire « ah bah non, ça on l'a déjà fait ailleurs » ou « tiens, il y a déjà une étude qui est faite là-dessus » et ça évite la duplication d'initiatives ou la duplication des erreurs à la poursuite d'objectifs communs. Donc c'est un peu une mutualisation des efforts. Donc ce plan d'action, il comprend 5 thèmes clés qui sont le plaidoyer, le financement et la gouvernance. On ne peut pas faire de l'agroécologie sans financement, même si ça coûte peu cher parce qu'il n'y a pas d'intrants de synthèse, etc. Pour changer un modèle de production,
il faut que l'agriculteur soit soutenu sur du long terme. Et puis ensuite, les autres thèmes, on compte par exemple renforcement du mouvement, recherche participative, accès au marché et la formation agroécologique. Bruno, vous avez quelque chose à... Oui, très ajouter? simplement à propos des coûts, effectivement, sur le territoire, en tout cas sur le sud-ouest de la France, c'est vrai que c'est très important ce coût caché de l'agriculture qui ne serait pas agroécologique, c'est-à-dire l'agriculture classique, traditionnelle, enfin conventionnelle comme on dit. À force, évidemment, avec l'usure des sols, avec les intrants, c'est des paysages donc, qui se dégradent, c'est l'eau qui n'est plus de bonne qualité, c'est des espèces locales qu'on ne peut plus valoriser, c'est une biodiversité qui s'effondre. Et ça, en fait, ça arrive au bout d'un moment à poser la question de l'attractivité des territoires. Donc je pense que les élus, les territoires se rendent compte qu'il faut sortir de ce cercle-là et donc qu'il y a des efforts. Alors la question, évidemment, c'est de savoir si les efforts sont suffisants pour sortir assez vite. Évidemment, c'est une question importante. Je pense que les premiers, là encore, les producteurs eux-mêmes, les chefs d'exploitation, les fermiers, les agriculteurs, on peut les appeler de plein de façons, c'est aussi les premiers à se sentir concernés. Et ceux qui rentrent en agroécologie, moi, les témoignages que j'en ai, c'est cette question effectivement du plaisir à comprendre et à pratiquer un système qui marche. Yvonique parlait du bon sens, c'est ça. Genre, même si on est dans une agriculture du Nord, même si on est dans un pays riche, quand même, on voit toujours ce plaisir que le décideur qui rentre dans le système agroécologique retrouve, ou découvre dans l'acte de produire avec la nature. Donc d'avoir de nouveau des haies, d'avoir un sol qui vit. Et il y a un immense plaisir de découverte parce qu'il faut des dizaines d'années en fait pour comprendre comment le système fonctionne. Ça se fait pas. Et c'est pour ça que Céline disait, et oui, ça demande des fonds parce qu'il faut accompagner la transition. Personne ne change, ça se fait pas en une saison un changement. Évidemment, c'est des changements de pratique qui demandent des années et donc c'est important de gérer cette transition. Et enfin, le dernier point, c'est je pense que les industriels, les filières, effectivement, n'ont pas envie non plus de garantir, enfin de couvrir ce risque qui va se poser de toute façon, ce risque d'image, risque pour la santé, risque des dégâts environnementaux. Évidemment, les industriels eux-mêmes, je pense, sont en train de changer et c'est l'exemple que Jean-Philippe donne parce que c'est pas possible de continuer sur ces modes de consommation. Voilà. Donc la question c'est combien de temps on a pour changer. Donc Jean-Philippe, là-dessus, déjà combien de temps est-ce qu'on a? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà quantifiable? Et moi ce qui m'interpelle toujours, c'est que finalement grosso modo le système de l'agriculture industrielle il a 50 ans. Donc à l'échelle de l'homme et de la planète, de notre civilisation, c'est peu de zouille. Et j'ai l'impression que changer cette culture-là, à la fois dans les systèmes de production et dans la manière dont nous on consomme, parce qu'on parle de non-sens de production, mais le non-sens dans nos modes de consommation, il est au moins à hauteur de la non-sens de la production. Donc en fait, j'ai l'impression que éradiquer une culture qui a 50 ans est tellement problématique, alors qu'à l'échelle de l'homme, ça paraît très ridicule. Donc combien de temps encore on a et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous me disiez, est-ce que c'est suffisant? La réponse, clairement, à mes yeux en tout cas, c'est... La question, c'est pas est-ce qu'ils sont suffisants, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assez suffisants. Moi, je suis très optimiste parce que regardez Internet à 30 ans, enfin, je veux dire, à cet horizon-là, 30 ans, le monde a complètement été bouleversé dans des proportions extraordinaires. Je crois que, en fait, on vit une transformation de civilisation anthropologique. Enfin, les grands pays, en tout cas industrialisés, sont à la fin d'une histoire et sont en train d'écrire une nouvelle. Prenez le mien, Jean-Philippe. Notre défi environnemental est au moins aussi important que notre défi démocratique. Et on voit bien avec la géopolitique aujourd'hui que rien n'est acquis, et y compris les questions de sécurité alimentaire. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on est dans une période d'instabilité, de déconstruction, mais qui est complètement parallèle à un phénomène de reconstruction. Et moi, je pense que l'un des fils de reconstruction de notre civilisation va être ce nouveau rapport au vivant. Et que ce qu'on peut décrire au travers de l'agroécologie, qui aurait été impossible à exprimer à cette échelle-là il y a 10-20 ans, mais qui est en train d'émerger comme quelque chose de tout à fait évident de plus en plus, en fait, a plein de ressorts dans la société qui devient virale
et qui est en train d'appeler tout un tas d'initiatives autour de nouvelles solidarités, autour de nouvelles façons de consommer, etc. Et je crois que les dynamiques qui sont à l'œuvre sont extrêmement puissantes, vont être extrêmement rapides. Il faut que les groupes, désormais très gros, aient le temps de s'adapter, sinon certains mourront. Et moi, je m'emploie à ce que l'économie traditionnelle prenne ce virage suffisamment vite, parce que j'ai aucun doute sur le fait que nous, citoyens, allons nous adapter de façon très très violente et réinventer, y compris un système démocratique. On a très peu parlé d'institutions publiques, de lois, de réglementaires. La transfo ne passe plus par le réglementaire. Le réglementaire ne vient que suivre. Regardez la transfo digitale, les lois courent après les innovations. Eh bien, la transformation durable sera plus violente que la transformation digitale. Je pense qu'elle va remettre en question beaucoup plus violemment l'économie, l'ancienne économie, que ne l'a été la transformation digitale. Et c'est un mouvement qui est parti et qui va considérablement aussi impacter la démocratie et la façon dont les civilisations se réinventent un destin. Et moi, je pense que le vivant est un thème extrêmement politique aujourd'hui. L'alimentaire est un sujet extrêmement politique aujourd'hui. Justement, le changement du rapport au vivant de l'homme avec les autres espèces vivantes, est-ce que finalement on a du mal à considérer que cette réponse-là, ça inclut une révolution de civilisation? Enfin, pour moi, on est dans une problématique de civilisation dans notre rapport au manger, dans notre rapport de produire, dans notre rapport qu'on a à faire pousser les choses chez nous. Là, on parle d'agroécologie. Quelle est votre opinion, vous, et puis après vous pourrez répondre dans la salle, quelle est votre opinion sur la food tech, Bruno, sur l'IoT, l'Internet des objets, sur tout ce qui est un peu data prédictive pour justement essayer de mieux analyser les consommations, et donc du coup on va faire des gains dans les productions en analysant les consommations grâce à la donnée. Qu'est-ce que vous pensez, quel rôle va avoir la food tech? On est tous ici convaincus des rôles de l'agroécologie, on peut penser que la food tech est antinomique de ça, oui ou non, et quel est le rôle de la food tech selon vous? Voilà. Un micro, donc levez la main. Moi, je peux peut-être répondre parce que je vais devoir vous quitter assez vite maintenant. Mais en fait, la technologie va aider, bien sûr. Et l'agriculture de précision et l'ensemble des technos qui aujourd'hui aident le monde agricole à cerner, à être plus efficace sur un certain nombre de sujets. Mais je crois que le sujet qu'on évoque là, il est low-tech quand même. C'est-à-dire, c'est quand même, la technologie ne suffira pas. Par exemple, un sujet qu'on n'a pas évoqué, l'agriculture urbaine, ça peut être un sujet intéressant, mais il ne sera pas suffisant. C'est pour moi un sujet anecdotique à l'échelle des enjeux. Et je crois qu'on va devoir, quand on touche au climat, quand on touche à la santé, quand on touche à l'eau, quand on touche à la biodiversité, je crois qu'on est sur l'agriculture de masse et donc sur ce rapport au paysage. Et voilà, on mange des paysages, disait quelqu'un que je connais bien, mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus massif que simplement le recours à une technologie qui va nous aider à adapter l'ancien système. Je crois qu'il faut qu'on invente un nouveau système. Voilà. Je suis désolé, j'avais un petit problème avec la question full tech, ça revenait pas tout de suite, mais je pense qu'au niveau de la dualité, hein, ouais, non. Oui, non, mais très simplement, au niveau de la dualité entre low-tech et full-tech, j'ai envie de parler d'un exemple, par exemple les zones humides. On a construit pendant des années des barrages, des digues pour protéger des inondations ou traverser des sécheresses. Finalement, une zone humide, un marais qui fonctionne bien, c'est capable de garder l'eau l'été et finalement, c'est capable aussi de retenir l'eau l'hiver et donc d'atténuer des inondations. Donc je pense qu'il y a une idée derrière, c'est que maintenant, on est forcément convaincu, en tout cas nous, au niveau de l'agence de l'eau à Dour-Garonne et au niveau du bassin Dour-Garonne, que les solutions 100% techniques ne sont évidemment pas la solution, qu'il faut apprendre à vivre, et j'allais surtout pas dire utiliser, mais être dans la valorisation des avantages de la nature, et donc notamment je parlais des zones humides, mais on parlait du sol dans le cas de l'agroécologie, et que donc il faut utiliser tous les leviers qu'on a à notre disposition, parce qu'en fait une seule chose est sûre, c'est que c'est effectivement très 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 urgent et ça va très 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 vite. Voilà. Oui. Quelque chose à dire, Céline? Oui. Bon, alors on entend beaucoup dans les débats l'agriculture de précision, c'est normal, hein, dans une société on ne peut pas se passer de son portable, on est très friand des nouvelles technologies, mais ça a été un peu le piège de l'agriculture industrielle, on a pensé que la technique allait tous nous sauver.
Quand on pense à l'agriculture de précision, en fait, il faut penser en termes de coûts, c'est-à-dire où est-ce qu'on investit l'argent. De créer un robot, c'est des millions d'euros, et ces millions d'euros, ils pourraient aussi être investis pour planter des arbres et pour aider et solutionner beaucoup plus de paysans qu'avec un seul robot qui sera de toute façon très cher à l'achat et qui en plus il y aura une propriété intellectuelle sur ce robot, c'est-à-dire que les agriculteurs n'auront pas forcément l'accès aux données, voilà, ils seront encore dépendants de multinationales ou d'entreprises très puissantes pour avoir accès aux données. Donc voilà, c'est un peu, il faut vraiment poser le pour et contre. Il y a forcément des technologies qui vont de pair avec l'agroécologie, j'en suis convaincue. Il faut faire de la recherche là-dedans, mais pas s'y perdre. Du coup, et quelle est votre opinion sur le tout local? Est-ce que finalement on n'y arrivera pas en cessant peut-être des systèmes d'importation, d'exportation qui n'ont de logique que des logiques économiques, notamment de faire entrer des devises dans les pays du Sud? Est-ce que finalement le tout local, je produis chez moi ou je mange tout à côté de chez moi en revenant à un bon sens de consommation, notamment de saison, est-ce que ça c'est une réponse ou c'est un leurre écologique? Alors, la reterritorialisation des systèmes de production, effectivement, ça fait partie de la transition, c'est obligatoire. Il y a une campagne en Afrique de l'Ouest qui dit on mange ce qu'on produit, on produit ce qu'on mange, nous sommes la solution, ça s'appelle. Et c'est un petit peu, ça fait partie aussi du concept de souveraineté alimentaire. Donc on est souverain sur sa production alimentaire, on ne dépend pas d'un autre pays, surtout dans le climat politique et climatique actuel. C'est pas dit que les chaînes de valeur telles qu'elles sont représentées aujourd'hui perdurent. Donc non, il faut passer au local, il faut reterritorialiser ces systèmes, sachant qu'en plus ça crée de l'emploi. Dans nos campagnes, ça permet de diminuer l'exode rural, voire au contraire de créer de l'emploi dans des zones rurales ou dans des campagnes. Donc c'est pas du tout une utopie, c'est la voie à suivre et ce sera la voie à suivre. Après, on voudra forcément manger des avocats, des bananes et du café et de l'ananas. Et il y aura des filières effectivement qui demanderont de l'export, mais ça peut être fait avec le commerce équitable, ça peut être fait aussi avec des labels qui garantissent la durabilité des systèmes et surtout au niveau des conditions d'emploi là-bas, voilà, dans ces pays. Ok. Et avec des mégalopoles qui n'ont de cesse de s'agrandir, est-ce que c'est pas quand même un problème? Une petite anecdote, parce que moi j'habite dans une maison qui est donc 100% autonome, et j'ai une serre à l'intérieur de la maison. L'idée, c'est évidemment de tendre vers une autonomie alimentaire. Et j'ai habité à Los Angeles pendant 5 ans, et un jour on est sur le Griffith Park en haut avec ma femme, et on regarde la ville, et on se dit, mais là, il n'y a pas une personne qui mange quelque chose qui n'a pas fait au moins 150 km pour venir dans son assiette. Et Los Angeles, vu que les gens vont habiter en ville, comme toutes les métropoles et les mégalopoles mondiales, ne vont cesser de s'agrandir. Ce qui va donc réduire les possibilités de sol. Et je ne vous parle pas des sols déjà pourris, il faut 3 ans pour les refertiliser. Donc est-ce que la surpopulation, la sururbanisation est un problème structurel ? Moi, je voulais continuer sur la question de la relocalisation. C'est que de toute façon, avec des transports longue distance à très peu cher et la gratuité des transports, donc on a vu les problèmes que ça posait. Évidemment, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'en fait, on arrive à avoir des territoires qui ne peuvent plus produire localement parce qu'ils sont concurrencés par des producteurs de l'autre côté de la planète. C'est un peu la double peine. C'est qu'en plus, ces transports étant pratiquement gratuits, ils contribuent aux émissions des gaz à effet de serre et ils accélèrent le réchauffement climatique. Donc on a, j'allais dire là, le génie systémique de la nature. Hein, c'est que c'est vraiment un problème que ça pose. Il faut arrêter évidemment ça. Et il y a autre chose qui n'est pas relocalisable, et c'est pour ça que le circuit court il est fondamental. C'est que le sol, l'eau et le patrimoine génétique du vivant avec lesquels l'agriculture doit travailler, c'est local. Ça vient pas d'ailleurs. Donc ce qu'on transporte, c'est effectivement les marchandises, les intrants, mais ce qu'on est en train d'éroder, en tout cas dans le Nord, et le problème qui est posé, c'est des ressources locales. Et ces ressources, quand elles vont être épuisées, on ne sait pas les réparer, on ne sait pas faire revenir de l'eau. Donc moi, j'allais dire, nous, bon,
vu du bassin, vu du sud-ouest, on a cette conscience-là que c'est l'eau du sud-ouest et que donc il faut absolument changer les pratiques et que dans ce cadre-là, le circuit court, la consommation locale, c'est extrêmement utile. Pas besoin forcément d'aller très très loin, de se projeter déjà par rapport aux sols qui sont autour de là où vous habitez, par rapport au patrimoine génétique. Ce que j'appelle le patrimoine génétique, c'est la biodiversité, c'est les arbres, c'est les espèces sauvages, mais c'est aussi la biodiversité domestique, c'est aussi les questions donc de semences dont on parlait tout à l'heure. Les semences des grandes compagnies vont être de semences d'une très grande pauvreté génétique, revenir à des variétés plus anciennes. On a des variétés plus résilientes par rapport au climat notamment. Donc à chaque fois, en fait, c'est en boucle et on voit que ce cercle vertueux, il faut absolument rentrer dedans et ça passe forcément par le local. Alors après, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, à dire qu'il faut consommer que local, on sent bien qu'il y a quand même des petites limites et qu'il faut ménager un petit peu pour avoir un changement quand même positif, qu'on ne soit pas tous dans la dépression et dans l'affolement. Mais en tout cas, nous on a cette conviction au niveau du sud-ouest, le local et le circuit court c'est indispensable, il faut aider à développer ça. Oui, bien sûr. Et après ton intervention, on ouvrira les questions au public. Non, Longtemps. vas-y, tu as le temps. Juste par 15 rapport minutes. à ta dernière question, en fait, je pense que c'est effectivement intéressant de renvoyer aussi au modèle de développement urbain. Forcément, des modèles qui vont sur un grand étalement avec tous les emplois localisés dans la ville, qui attirent les gens, etc., c'est aussi une question. Et il y a de plus en plus de gens qui disent finalement il n'y a plus d'urbain rural, tout est un continuum, et il faut y réfléchir. Et je pense que là aussi, dans les gens qui travaillent sur le développement urbain, sur les modèles de ville, il y a aussi des réflexions sur comment on peut faire en sorte de ne pas tout minéraliser, de garder des espaces, de regarder vraiment, de travailler sur l'expansion de la ville en tenant compte du potentiel des sols. Donc de ne pas dire, voilà, la ville, elle avance comme ça, puis elle écrase tout sur son passage. Peut-être qu'il y a des endroits qu'il faut garder, peut-être qu'il y a de l'agriculture, des zones qu'il faut garder agricoles qui ne peuvent pas devenir urbaines. Il y a ce cas-là, pas loin de Bordeaux. Bon, les agriculteurs ne sont pas forcément tous contents parce qu'ils espéraient vendre leur terrain en urbain et avoir une petite retraite. Donc voilà, ils ne sont pas forcément contents. Mais effectivement, il y a quand même des sols, des espaces qu'il faut garder. Et il faut aussi réfléchir, donc le lien urbain-rural et la ville de demain, qui doit peut-être être un peu différente. Peut-être qu'il faut qu'on accepte aussi de ne pas avoir des grands jardins, voilà, qu'on soit un peu plus aussi économe dans notre espace, dans notre demande. Et j'ai entendu des maires, même en Dordogne, et tout, qui disent que maintenant ils réduisent la taille de la parcelle. On ne peut pas demander n'importe quelle taille parce que justement, peut-être tout le monde a envie d'avoir une maison, mais de limiter chaque taille de parcelle pour pas que ça crée un étalement urbain. Donc, je pense que la question aussi de la réflexion sur le bain est intéressante aussi, il faut la mener.